À la deuxième partie de Priorité au décryptage. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Cette semaine, on en a évidemment beaucoup parlé. Le Levothyrox, l'ancienne formule, sera disponible provisoirement le temps de commercialiser en France des produits équivalents issus d'autres laboratoires. C'est la décision prise en urgence par le ministère de la Santé en fin de semaine pour apaiser la colère des patients. Vous évoquez à juste titre les précédents des scandales sanitaires qui évidemment ont laissé des traces. Je voudrais juste qu'on les reprenne parce que évidemment c'est ce qui fait le quotidien des Français, au moins dans leur tête. Il y a eu en 2016 la fameuse polémique sur la dépakine qui créerait des malformations sur le fœtus. En 2013, la pilule Diane 35 avec des complications des embolies. En 2010, le coupe-faim Mediator, des complications pulmonaires. En 2004, l'anti-inflammatoire Vioxx. En 1977, les antifausses couches Distilben qui avaient créé des anomalies génitales. C'est vrai que quand on regarde ces scandales sanitaires, on se dit qu'ils ont raison les Français quand on manque d'informations de se dire mais se trouve le Levothyrox, là encore on me cache quelque chose. Sauf que là, quand même, l'information est remontée très vite et que l'explication est arrivée également très vite. C'est-à-dire que le mannitol, l'excipient, a pu modifier l'absorption de la L-thyroxine et entraîner soit un sous-dosage en L-thyroxine, soit un surdosage. Et donc, il peut y avoir effectivement tous les symptômes qui ont été décrits, savoir palpitations, insomnie, diarrhée, tous ces symptômes-là sont liés à un mauvais dosage du Levothyrox. Et la ministre a raison de dire il faut ajuster le traitement, etc. Il n'y a pas empoisonnement, il n'y a pas complot, il y a simplement une imprudence et une absence de préparation du terrain et une absence d'information des professionnels de santé. On n'informe pas les professionnels de santé juste avec un courrier. Et puis, surtout quand on voit la crise, on réagit beaucoup plus vite pour informer et les patients et les médecins. Pourquoi ça a pris cette ampleur-là? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette idée de complot? Comment on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on se dit il y a des lobbies pharmaceutiques derrière tout, on veut nous fourguer des médicaments? Enfin, c'est ça qu'il y a dans la bouche des patients. Alors si vous voulez, pour reparler des associations de patients pour la plupart, dans le passé, des grandes associations historiquement très engagées et de plus en plus, elles ont construit une expertise, en fin de compte, assez importante. D'abord parce que grâce à Internet, on a accès à une littérature abondante. Bon, il faut faire un peu le tri. Qu'est-ce que vous dites Quelle est votre expertise sur cette question-là? Alors, il y a des vrais scandales et il y a des crises. Par exemple, le Vioxx est un vrai scandale parce qu'il a été jugé aux États-Unis et l'industriel qui a mis le Vioxx sur le marché a très certainement oublié de déclarer l'ensemble des effets secondaires. Les traces de ces affaires-là ont créé des séquelles? Oui, il y a des séquelles parce que depuis, ce qu'on a appris, c'est que face à la population d'une façon générale et notamment par l'intermédiaire des associations de patients, on a intérêt à jouer la transparence. Or, les notions de complot, de doute naissent quand la transparence n'est pas suffisante de la part du régulateur, des agences ou des ministères. La transparence, elle n'est pas suffisante où? Au niveau des autorités, c'est-à-dire du gouvernement, du ministère de la Santé, de l'Agence nationale de sécurité, des lobbies pharmaceutiques? Oui, alors, les lobbies pharmaceutiques ou les industries pharmaceutiques, laissons-les à part pour l'instant. Ce qu'on observe, le président de France Asso Santé, dans un grand quotidien, a dit qu'il y aura un avant et un après Levothyrox. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on voit le ministère réagir, la NSM mettre des informations scientifiques en ligne. Je pense que c'est une des premières fois où on voit que la réaction s'organise en partie autour de la transparence. Ça ne suffit pas à régler dans le temps immédiatement le problème précis du Levothyrox ou la défiance des Français dans les vaccins, qui est sans doute plus importante qu'ailleurs, mais ça va éviter de tomber si facilement dans les réactions critiques où tout le monde se braque et où les théories du complot apparaissent. Alors les vaccins, Odile Lenay, on va en parler avec vous. J'aurais voulu être médecin, je ne suis pas médecin, donc vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Ce qui fait la polémique, c'est qu'il y avait jusque-là 3 vaccins obligatoires pour les enfants, ce qu'on appelait le DTP, la diphtérie, tétanos, polio. Et puis à partir de 2018, le gouvernement a dit qu'il y aura 11 vaccins obligatoires. Coqueluche, oreillon, rougeole, hépatite B, rubéole, méningocoque C, pneumocoque et la bactérie qui crée la méningite. Je résume à peu près bien. Tout à fait. Ce sera l'ensemble donc de ces 11 vaccins plus les DTP. Beaucoup de questions. Les Français se disent pourquoi 11 vaccins, est-ce que c'est nécessaire? Alors vous, une réponse simple, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Pourquoi on dit 11 vaccins? Alors c'est pas nécessaire, c'est indispensable. Et pour être vraiment précis, aujourd'hui on a 3 vaccins obligatoires, mais ces 8 vaccins qui sont aujourd'hui pas obligatoires sont recommandés, très fortement recommandés. Ils sont utilisés chez plus de 80% des enfants. Donc on a déjà ces 11 vaccins qui sont aujourd'hui administrés en France chez l'enfant. La difficulté, c'est qu'on en avait 3 obligatoires et 8 qui n'étaient que recommandés. Et c'était finalement une situation qui créait
beaucoup d'inquiétudes et d'incompréhension de la part des parents, mais aussi de la part des soignants qui ne comprenaient pas très bien pourquoi on avait des vaccins obligatoires et des vaccins recommandés. Donc, pour essayer de régler cette problématique, la ministre, Madame Touraine, à l'époque, avait demandé au professeur Fischer de mettre en place une concertation citoyenne pour réfléchir à comment améliorer la confiance et finalement comment gérer cette problématique avec des obligations et des recommandations. Et ce qui a été proposé, c'était de finalement rendre l'ensemble de ces vaccins obligatoires parce que les études qui ont été réalisées laisser penser que si on supprimait complètement les obligations, ce qui aurait été préférable, parce que c'est vrai que c'est jamais très satisfaisant de rendre les choses obligatoires, on risquait d'avoir une baisse de la couverture vaccinale de l'ordre de 15%. Et une baisse de la couverture vaccinale de l'ordre de 15%, ça veut dire qu'on va voir revenir ces maladies qui, aujourd'hui, ont disparu. Je voudrais vous faire entendre les témoignages. Évidemment, la valeur d'un témoignage, c'est celui d'Isabelle Adjani, qui, on le sait, est en lutte contre les vaccins. Je voudrais qu'on écoute ce qu'elle dit sur cette obligation des 11 vaccins. Un nourrisson n'a pas son système immunitaire suffisamment développé pour pouvoir lutter contre l'inoculation de 11 maladies. Parce que qu'est-ce que c'est un vaccin? C'est une maladie qu'on vous inocule. Comment va-t-il lutter contre ces 11 maladies? Pour moi, c'est vraiment une façon de détériorer, pour ne pas dire de détruire, l'éclat biologique d'un être dès sa naissance. Il s'agit d'un mensonge scientifique qui joue sur la peur des gens. Et moi, j'ai vraiment décidé dans ce domaine de ne pas avoir peur. Je me permets de rappeler que vous êtes infectiologue, coordinatrice du réseau national de recherche clinique en vaccinologie Cochin Pasteur. Qu'est-ce que vous répondez très concrètement à l'actrice, à finalement la maman qui est inquiète? Moi, j'aime beaucoup Isabelle Adjani, c'est une excellente actrice, mais je ne vois pas très bien quelle est sa compétence et comment est-ce qu'elle a une compétence pour juger des recommandations vaccinales. Scientifiquement, qu'est-ce que vous répondez à cet argument que moi j'ai entendu dans la rue, des gens qui disent mais on met la maladie dans l'enfant? Est-ce qu'il peut lutter? Qu'est-ce qu'on répond scientifiquement à ça? Mais c'est inexact. C'est inexact. D'abord, la majorité des vaccins sont des vaccins inertes, c'est-à-dire qu'on n'introduit absolument pas le virus, mais uniquement une toute petite portion qui va permettre au système immunitaire de développer une protection. Donc en aucun cas on introduit la maladie. Et pour une faible proportion, effectivement, c'est des virus atténués qu'on peut administrer, mais qu'on ne pourra pas administrer à des enfants qui ont un système immunitaire défaillant, par exemple. Et ces enfants-là, on ne peut pas les vacciner contre la rougeole. Et ils seront protégés contre la rougeole seulement si le reste des enfants qui les entourent sont vaccinés et sont protégés. Et aujourd'hui, par exemple, la rougeole, vous vaccinez votre enfant à 1 an, vous le mettez en crèche, il a 3 mois. Si un enfant de plus d'1 an, parce que les parents ne l'ont pas vacciné, fait la rougeole, eh bien votre enfant qui, lui, a 4 mois, 5 mois, n'est pas vacciné, eh bien il va avoir une rougeole. Et à 4 mois, une rougeole peut être extrêmement sévère. C'est le sens même d'une santé publique. Je voudrais vous faire réagir sur un chiffre qui, moi, m'a interpellé en préparant cette émission. C'est le scepticisme des Français sur les vaccins. Le doute, quand on demande aux populations mondiales, est-ce que vous avez confiance dans les vaccins? Est-ce que vous doutez? Alors plutôt, est-ce que vous doutez? La population mondiale dit 12%, oui, on doute. Les Français, c'est 41% qui doutent dans les vaccins. Comment on en est là? Les Français ont connu la période d'Oust-Blazy qui rend l'hépatite B obligatoire et Kouchner qui fait marche arrière en le supprimant la vaccination dans les écoles et en les remettant en ville. Donc il envoie un message incohérent concernant l'hépatite B, ça date de 98. Et puis derrière, alors si je peux me permettre, il y a eu une sacrée piqûre de rappel avec la vaccination H1N1 de Roselyne Bachelot, où on a acheté en grand nombre. 2 fois plus de vaccins que nos petits camarades européens et on les a payés 50% plus cher. Donc ça a donné la parole aux anti-vaccins primaires comme Isabelle Adjani, qui est une excellente actrice, mais qui ne devrait pas s'aventurer quand même dans le domaine de la santé. Et puis, les Français n'ont rien compris. Ils se sont dit, on paye les vaccins 2 fois plus cher que les autres pays européens. Donc ils se sont dit, il y a un lobby pharmaceutique avec le gouvernement. Là, du coup, il y a une histoire de complot. Et vous voyez la confiance vaccinale qui est descendue à 61%. Et là, quand on a dit qu'on allait remettre la vaccination obligatoire, j'ai dit, on va redonner la parole aux anti-vaccins primaires. Les médecins sont clairement pour la vaccination, ils ne sont pas pour l'obligation. Parce que là, on redonne la parole aux anti-vaccins primaires, comme Isabelle Adjani et quelques autres, tout aussi célèbres. Et là c'est grave, parce qu'on est obligé de ramer. Les Français avaient, après la campagne H1N1, 61% des Français avaient confiance en la vaccination. Maintenant, ça recommence à remonter doucement, on est au-dessus des 80%. Mais je peux vous dire que la route va être longue. Il faudra du temps. Alors, on va regarder les réactions des téléspectateurs. Pendant nos échanges, vous allez répondre à leurs questions. Première question qui nous a été envoyé par mail. Je prends du lévothyrox. Que dois-je faire? Réponse simple du docteur. Est-ce qu'elle va bien?
Premièrement, est-ce qu'elle va bien? Si elle va bien, elle ne change rien, elle continue. Si elle est fatiguée ou si elle ne dort pas, elle va voir son médecin qui fera un dosage des hormones thyroïdiennes et on ajustera le traitement. On se fie à son médecin. Deuxième question qui nous a été envoyée, question sur Twitter. Vacciner un enfant ne relève-t-il pas d'une décision parentale plus que médicale? Vous avez un peu répondu, Odile Honnet. Je voudrais que vous nous donniez votre avis sur cette question-là, d'un mot. D'abord, je voudrais dire que... Rapidement, je voudrais qu'on prenne plusieurs questions. À France Asso Santé, donc l'Union nationale des associations de patients, il n'y a pas une association de patients qui remet en cause l'intérêt de la vaccination. C'est assez important de le dire. Les 41% dont vous avez parlé, le questionnement français est sur la sécurité des vaccins et il est en grande partie lié à l'importance qu'a pris le débat scientifique sur le rôle de l'aluminium dans les vaccins comme adjuvant. Cette question, c'est aux parents ou c'est aux médecins, aux autorités médicales de choisir? C'est aux trois. C'est aux trois. C'est une simili-réponse. Pour non, vous, c'est pas une simili-réponse. C'est une vraie réponse. Non, je pense que, comme la médecine en général, et encore plus quand on est dans le domaine de la prévention, il faut arriver à expliquer pourquoi on le fait, à quoi ça sert, quels sont les risques potentiels, parce que le vaccin, il n'y a pas de risque zéro, il n'y a aucun médicament avec un risque zéro. Donc la décision, elle est, comme vous venez de le dire, elle est commune. Elle est avant tout des autorités qui s'engagent, et notre ministre de la Santé est courageuse, parce que je pense que c'est un acte courageux de rendre obligatoire ces vaccins. Vraiment, ça veut dire que l'État a confiance dans les vaccins et pense que pour protéger la sécurité de sa population, il faut les rendre obligatoires. Et ensuite, effectivement, il y a un dialogue entre les parents et les... Merci. Allez, une dernière question qui nous a été envoyée, ou une remarque qui nous a été envoyée par Twitter. Il y a suffisamment de scientifiques et médecins très réservés opposés sur l'intérêt des vaccins pour pouvoir rester libres. C'est vrai que dans la communauté scientifique, il y a aussi des voix un peu discordantes. Je pense que vous allez répondre. Et franchement, ceux qui sont anti-vaccins, franchement, ils n'ont pas vu de gamins qui ont fait une rougeole, qui ont fait des encéphalites rougeoleuses. Ils n'ont pas eu de personnes dans la famille comme moi d'avoir une sœur décédée d'une pneumonie à pneumocoque. Je peux vous dire que les vaccins, c'est indispensable. Il faut les faire. Il ne faut pas hésiter. Surtout, les anti-vaccins primaires n'ont jamais connu la maladie et dans ces domaines-là. Merci à vous trois d'être venus décrypter l'actualité anxiogène de cette semaine sur le lévothyrox et rassurer les patients qui nous écoutaient. On y voit maintenant plus clair. On se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, samedi 14h-17h et dimanche 14h-17h pour encore plus de décryptage.